Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous accueillir sur le Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et bien sûr le Figaro Radio. Ça va Sarah ? Ça va Nicolas, ouais, on accueille sur ce plateau aujourd'hui un journaliste qui se lève bien plus tôt que les poules. Et contrairement au coq qui lui en agace plus d'un avec son insupportable cri, lui avec sa voix suave et rassurante, mais immédiatement les auditeurs dans de bonnes dispositions pour la journée. Bonjour Dimitri Pavlenko. Oui, okay, merci d'être avec nous. Bah oui, évidemment, c'est vrai que vous levez encore plus tôt que les poules. Oui, on est en concurrence. Vous présentez pour la 3e saison la matinale d'Europe 1, Europe 1 matin, de 7h à 9h. Ma première question sera assez simple. On m'a parlé des poules, on a parlé du coq. À quelle heure vous réveillez-vous, Dimitri ? 2h30 le matin. 2h30 le réveil, ok, ouais. Super. Et vous êtes à la radio à quelle heure ? Ça fait mal. Aux alentours de 3h30 à peu près. Ouais. Pour prise d'antenne à 7h. Ouais. Ça roule bien à cette heure-là, pas de souci. Ah, non, pas de bouchon, ça roule très bien. Ça roule très bien, mais après, c'est un tel plaisir de prendre l'antenne à cette heure-là, de dire bonjour, d'accueillir les gens, de leur donner les infos, que bon, on oublie vite la dureté du réveil, parce qu'au bout de 8 ans, malgré tout, ça reste difficile. Ben, ça reste compliqué. Est-ce que le rythme de vie se prend par l'organisme, j'allais dire, ou est-ce que c'est toujours un effort de dingo ? C'est toujours la première question qu'on me pose, ça. Ben oui. Oui. William Lémergie a fêté matin 30 ans, mais il a dit qu'à la fin, il y pensait même plus, quoi. Exactement. On est obligé d'être très routinier. On fait les mêmes choses aux mêmes heures. Et voilà, c'est le secret pour tenir la régularité. Absolument. Voilà. On en reparlera. Vous êtes parti pour 30 ans, alors on verra. Je serai plutôt jeune dans 30 ans, quand même. Encore jeune, Dimitri, vous avez le temps. On va poursuivre, évidemment, et sérieusement, cet entretien en quelques instants sur Figaro Live. On parlera de la matinale d'Europe 1 de cette nouvelle saison qui a démarré. Ce sera juste après les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Ça, on démarre ces infos médias avec le représentant français à l'Eurovision. Ça y est, on le connaît, il a été dévoilé ce matin. Oui, ce matin, sur l'antenne de France Inter, par Alexandra Radamiel, qui est la directrice des divertissements de France Télévisions. Elle a révélé le nom de celui qui représentera l'Hexagone en mai prochain en Suède. C'est là où se passera l'Eurovision cette année. Il s'agit du chanteur Slimane, révélé dans The Voice en 2016. Il a gagné, d'ailleurs. Il avait gagné avec Florent Pagny comme coach. Il a connu le succès avec Vita et son duo. En 2020, leur album s'était classé en tête des charts pendant plusieurs semaines, et même leur titre Ça va, ça vient a été primé aux victoires de la musique. Ah non, le chantez pas là, sinon ça va toute la journée là. Ah non, je vais vous épargner ça. On l'a en tête, c'est terrible cette chanson. Et alors le morceau, c'est pas celui-là qu'il défendra à l'Eurovision. Il sera dévoilé ce soir dans le JT de 20h d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Ça s'appelle Mon Amour, tout un programme. Slimane, un bon choix pour vous sur la France. Vous regardez l'Eurovision, vous êtes fan ou pas du tout ? Non, pas vraiment. Non, je suis pas grand fan. Non, moi, j'ai des goûts musicaux un peu particuliers. Je pense qu'ils surprendraient les auditeurs d'Europe 1. C'est-à-dire ? Donc chut, je garde ça. C'est le jardin secret. Vous aimez quoi ? J'ai des goûts des trucs un peu pointus, mais du rap ? Non. Du hard rock, du heavy metal, plutôt ce genre de choses. Métal. Ce genre de trucs. Mais pas que. Je suis assez éclectique en la matière. Mais je regarde pas l'Eurovision, je vous avoue. Donc Slimane, Joker. Ouais. On continue. Je lui souhaite bonne chance. Par contre, s'il représente la France, on est toujours pour le français. Ça, c'est clair. On continue ces infos médias, Sarah, avec Vianney, qui a été menacé de mort après avoir apporté son soutien aux victimes du Hamas. Oui, hier matin, au micro de Léa Salamé, le chanteur s'est exprimé sur le climat en France, déplorant la montée de la susceptibilité et ce risque d'offenser quelqu'un avec une petite phrase. Il révèle aussi avoir été victime de milliers de menaces de mort et de menaces de viol sur sa femme également, après son soutien apporté aux victimes du Hamas le 7 octobre dernier en Israël. J'ai partagé un hommage et ça me paraissait normal, dit-il. Je n'ai pas réfléchi. Il y a des gens qui ont été décapités, éventrés, tués. Cela ressemble à quelque chose que nous avons vécu au Bataclan et pour lequel la planète s'est mobilisée. Voilà ce qu'il a encore expliqué. Et c'est aussi pour ce genre de raison que beaucoup d'artistes ne se mobilisent pas ou n'osent pas parler. Ce silence, notamment des artistes qui a été reproché par certains, comme Arthur par exemple. Ça vous étonne, Dimitri, ou au contraire, vous trouvez ça presque logique, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, on a l'impression qu'on va être Non, ça ne m'étonne pas, et je trouve ça absolument dramatique et terrifiant, et je pense que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, à savoir que si
beaucoup d'artistes considèrent que c'est un sujet qu'il vaut mieux éviter. C'est sans doute par cette peur-là. Alors parfois c'est une peur commerciale, peur d'y perdre des plumes. Là, dans le cas de Vianney, perdre un public, effectivement, qui viendrait plus... de se mettre à dos une partie de son public. Je crois que dans le cas de Vianney, en plus, il y a une pointe de catophobie. Et on parle beaucoup de judéophobie, d'antisémitisme en ce moment. Et Vianney, je pense que c'est plus spécifiquement ça aujourd'hui qu'il... Vous pensez qu'il est victime parce qu'il a parlé de sa religion, le fait qu'il soit catholique, et vous pensez que ça lui porte préjudice aujourd'hui? Mais vous vous rendez compte que ça devient un risque de dire ça aujourd'hui en France, c'est prendre un risque pour sa carrière, pour son image. Et c'est se mettre une cible dans le dos. Et je trouve ça absolument scandaleux. A contrario, la réaction par exemple d'un Karim Benzema qui a suscité la polémique, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qui lui a soutenu l'autre bord en fait dans ce que. Oui, il ne s'est pas exprimé au moment de l'attaque en Israël, il s'est exprimé pour la Palestine. Alors c'est une expression en plus qui était délocalisée, qui peut-être aussi il y avait une considération politique pour lui parce que jouer en Arabie Saoudite maintenant, il donne des gages quelque part, je pense à ça. Mais je note qu'il n'a pas suscité la même réprobation que Vianney. Ouais. C'est noté en tout cas. On termine, Sarah, avec le chiffre du jour. C'est le 4 aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce 4 ? C'est le nombre de personnalités que Karine Le Marchand entend recevoir dans Une ambition intime prochainement. Elle a annoncé dans les colonnes de Média Plus que son émission, où elle reçoit des personnalités politiques sur le divan, va bientôt revenir sur sa chaîne. Génial. Elle compte recevoir ceux qui représentent, dit-elle, la relève à mi-mandat. Donc il y aura Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel. Bon, c'est un panel un peu global. Quand cette émission est apparue dans le paysage, c'était lors de la présidentielle, notamment en 2017. Elle avait été beaucoup critiquée. Certains disaient que les personnalités politiques n'avaient pas été interrogées sur leur vie privée, sur d'autres sujets, notamment Patrick Cohen, qui était monté sur ses grands champs en disant « c'est pas ça l'interview politique ». Votre point de vue, vous, Dimitri, c'est quoi ? Les politiques, on peut les interroger sur n'importe quoi après moi, je veux dire que je suis pas chien et j'aime bien, en fait. J'aime bien ce genre d'émission parce que... On découvre une autre facette aussi, c'est ça ? C'est un exercice évidemment de communication politique et je pense qu'il ne faut pas espérer non plus une totale transparence ou authenticité des politiques qui se prêtent au jeu. Pour eux, le simple fait d'être invité, c'est un indicateur de popularité déjà, donc ça, pour eux c'est intéressant. Mais c'est des questions qu'on ne leur pose pas habituellement, sur leur vie, leurs femmes, leurs enfants. Oui, je pense qu'ils aiment bien qu'on leur pose parce qu'en fait on leur posait avant, ils allaient dans Paris Match, ils vont toujours dans Paris Match, ils posent en photo, etc. Mais il n'y avait pas ce créneau à la télévision que Karine Le Marchand occupe, je trouve, assez bien avec Funès. Elle est très bien dans cet exercice. J'aimerais bien, en fait, avoir moi ce questionnaire et poser ces questions-là à la radio. Ce serait je pense que ça pourrait être assez étonnant. Et vous pensez que c'est bien la relève, là, les noms qu'on a cités, Darmanin, Bardella, Rousseau, Roussel? Certains, oui, je pense que... Ils compteront en 2027. Oui, mais sans doute au-delà, parce que ils sont tous assez jeunes. Ils sont tous assez jeunes. Bon, après, ils n'ont pas forcément tous le même destin politique qui les attend. C'est tout pour aujourd'hui, Sarah ? Les médias sont terminés. C'est top aujourd'hui. On aura évidemment d'autres news de médias dès demain. Vous resterez avec nous. En attendant, voici le grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Dimitri Pavlenko. Europe 1 matin de 7h à 9h, comme son l'indique, c'est sur Europe 1, vous l'aurez deviné, une matinale que vous présentez depuis 2 ans déjà, c'est la 3e saison, Dimitri, avec un contenu qui semble s'affirmer, avec des personnalités qui deviennent un petit peu incontournables. Comment vous l'avez fait évoluer cette matinale et depuis la rentrée notamment ? En fait, on n'a pas changé grand-chose. La dernière demi-heure, si le 8h30, 9h, qui c'est vrai avait un peu de mal à se trouver, qui était de qualité, hein, on faisait du débat avec des éditorialistes sociétaires. C'était un débat, généralement. Et moi, franchement, j'ai entendu des choses de la part de certains d'entre eux qui étaient absolument passionnantes, mais ça n'a pas trouvé son public, parce que je pense effectivement du débat à 9h moins le quart le matin, c'est pas le bon moment. Les gens ne sont pas disponibles à ce moment-là. Donc, surtout qu'il était assez long, hein, c'est ça, il durait 20 minutes. Ça dépend des jours, mais ça allait de 10 à 20 minutes, c'était assez solide. Et assez plantureux. Et là, on est reparti sur quelque chose qui est de facture plus classique en radio, mais il y a des formats qui ont fait leur preuve sur ces créneaux-là.
Et donc, j'ai la chance, moi, d'avoir tous les matins, sur cette tranche-là, qui se succèdent. Le lundi, j'ai Philippe Val, donc il y a un public important et un regard sur l'actualité qui est assez unique. Hein. Et c'est quelqu'un que j'ai vraiment... c'est un honneur, en fait, de pouvoir côtoyer quelqu'un comme Philippe Val. Gaspard Proust, le lundi, le mardi... On ne présente plus, le mardi, le mercredi, le jeudi, qu'on ne présente plus. Il a trouvé sa radio, Gaspard Proust, parce que c'est vraiment l'identité d'Europe 1 lui sied extrêmement bien. Et je crois que le public d'Europe 1 qui nous écoute le matin nous est très reconnaissant de l'avoir choisi lui, parce que ça marche très très bien. On a son irrévérence, tout ça. Il est souvent taxé à droite. Vous êtes d'accord avec ces critiques-là, ou qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, il faut l'écouter, Gaspard, et je pense que de lui-même, il vous répondra. Mais c'est l'humoriste de droite. Maintenant, il est vu comme ça. Oui, il est présenté comme tel, mais c'est surtout une grande intelligence. C'est de l'humour, mais c'est pas que ça. Il lui est arrivé de sortir des clous de juste la vanne, et pour nous faire réfléchir. Et cette semaine encore, et régulièrement, il n'a pas tous les jours envie d'être le plus marrant, il n'a pas tous les jours envie d'être le plus drôle, mais ça vous laisse matière à réflexion. Et je trouve que c'est assez rare et assez unique en son genre. Une revue de presse, Olivier de Lagarde, qui vient de France Info, et qui lui aussi, je crois, il a trouvé sa nouvelle maison. Ça a pris tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, immédiatement, on a senti... Moi, ça faisait 3 ans que je voulais une revue de presse, mais c'était difficile de trouver. Il a un ton particulier aussi. Hein, une revue de presse, c'est important, ça donne le là. Ça colore tout de suite votre matinale, et donc il fallait bien choisir, il ne fallait pas se louper. Et je crois qu'avec Olivier, on a fait bonne pioche. Je crois qu'il est très content d'être avec nous. Et tous les matins, il choisit très pertinemment ce qu'il a envie de nous raconter. Voilà, on est vraiment heureux. Emmanuel Ducrot, de l'Opinion, toujours, qui est avec nous depuis le début que j'y suis. Charlotte Dornelas, c'est ça, elle est là également. Jérôme Béglé. Et vous avez Eugénie Bastier, évidemment, du Figaro. Alexis Brézet, Vincent Trémollet-de-Villers, vous nous piquez plein de gens, en fait, Dimitri. Hein, c'est-à-dire, je pense qu'un lecteur du Figaro peut écouter la matinale d'Europe 1 sans se sentir trop perdu, trop égaré, sur le ton, sur le choix des sujets, etc. J'insiste aussi sur une innovation, quelque chose qu'on a lancé cet été, un peu, comment dire, pas sans réfléchir, mais on a eu une espèce d'inspiration, et qui nous a un peu inquiétés au début de saison, parce qu'on s'est dit, mais à quoi ça va ressembler, bon sang, est-ce qu'on va tenir? Le zapping politique, et qui est porté notamment par un jeune journaliste d'Europe 1. J'insiste pour vous le présenter, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Dimitri Vernet. C'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est drôle, c'est un pur produit de radio. Moi, j'adore ce média radio, mais il est parfois mélangé à la télévision. C'est quelque chose de particulier, la radio. Il manipule, il use les sons de manière fort pertinente, et ça marche très très bien. Enfin, on en est très content. Après, je ne veux pas tous les citer, mais quand même un peu. Non, mais beaucoup. Mais... On a des signatures Europe 1 qui sont aujourd'hui reconnues, qui ont trouvé leur public, qui donnent ce ton si particulier à la matinale. Je pense que le produit matinal que nous proposons est unique en son genre. Je vois pas d'autres matinales qui ressemblent à celles que nous avons à offrir tous les jours. Et il ne faut pas oublier aussi Anissa Haddadi qui est à vos côtés, qui est un peu la nouvelle Julie. Hein. Elle donne l'heure, mais pas que. Elle donne aussi la météo aux auditeurs. C'est important. Chez vous et dans Culture Média aussi d'ailleurs après. Avec Thomas Hill. C'est vrai, ça aussi. Alors c'est un retour aux sources pour Europe 1. Un alter ego, c'est bien d'avoir un alter ego pour vous comme ça. Ça fait partie aussi de l'ADN de la radio. C'est-à-dire que Anissa, elle est très importante pour moi, parce que non contente de faire la météo, c'est vrai qu'elle m'accompagne, et quand elle n'est pas là, pardonnez-moi le jeu de mots, mais la météo dans le studio n'est pas du tout la même. C'est quelqu'un qui est très solaire, qui a un grand talent, qui sait faire beaucoup de choses. Et vous avez raison, c'est la nouvelle Julie. Je pense que c'est aussi le retour des voix antennes comme cela sur Europe 1. Matin, on en a voix maison, elle est là depuis 11 ans. Hein. Géraldine aussi, qui lui succède à partir de 11h, et qui va chez Pascal Praud notamment, et toute l'après-midi. Ça aussi, on revient un peu à des fondamentaux, des choses qui avaient été un peu délaissées.
et qui marche très bien. Ce sont des repères pour les auditeurs, ce sont des voix auxquelles on s'attache. Et Anissa, elle joue un rôle fondamental. Enfin, moi, si elle n'est pas là le matin, je suis perdu. Vous êtes triste. Non, mais vraiment. Hein. Alors, il y en a une dont on parle beaucoup, on ne l'a pas encore dit, c'est Sonia Mabrouk, qui est devenue une figure absolument incontournable de l'interview politique. C'était une révélation pour vous, Dimitri, de la découvrir comme ça aussi. La première fois que je suis venu chez vous, vous étiez accompagné. On était ensemble. Moi, Sonia, quand je suis arrivé à Europe 1, j'étais très impressionné parce que je la regardais déjà et je trouvais qu'elle était très impressionnante. C'est une grande intervieweuse. C'est une chance de la voir. C'est à elle seule une signature majeure d'Europe 1. Le travail qu'en plus on fait avec CNews en partenariat qui élargi. L'interview est codiffusée, voilà. Alors d'ailleurs, on en parlera, mais cette codiffusion, c'est une longue histoire en fait que nous menons avec CNews. Ça ne date pas de cette année, bien évidemment. Mais oui, non, Sonia, c'est une signature majeure d'Europe 1 Matin. Sans elle, évidemment que l'émission n'aurait pas du tout la même couleur et la même importance. On a des invités politiques qui viennent parce que c'est Sonia Mabrouk, parce qu'ils veulent être interviewés par elle, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas forcément passer un bon moment, mais l'auditeur, lui, en tout cas, il en sortira enrichi, parce que Sonia pose des questions qu'on ne pose pas ailleurs, tout simplement. Alors parlons un peu des choses qui fâchent. Il y a des critiques, notamment à l'égard d'Europe 1, des médias plus globalement du groupe Bolloré en général. Vous les trouvez injustes, ces attaques? Qui répondre? Mais que répondre? Moi, je ne réponds pas à des médias. Je ne travaille pas pour des médias. Je ne travaille pas pour mes confrères et consoeurs d'autres médias. Je travaille pour les auditeurs d'Europe 1. Donc si j'ai des critiques à recevoir, celles que je vais écouter, ce sont celles des auditeurs d'Europe 1. Ce que pense la concurrence, eh bien j'en suis fort aise. J'ai des choses à dire, moi, sur la concurrence. Le traitement de l'information n'est pas le même, eh bien très bien. Mais je pense que le public qui a choisi d'écouter Europe 1, c'est ce qu'il écoute, et s'il y reste, c'est pour de bonnes raisons. De la même ligne édito est assumée désormais, on l'a senti. Mais Europe 1 n'est pas une. Figaro, voilà, oui. C'est assumé. Non mais Europe 1 n'est pas une radio d'opinion. Europe 1 est une radio généraliste. Nous sommes tenus par une charte qui est définie par l'Arcom. Nous respectons le pluralisme. Avec un cahier des charges. Un cahier des charges qui est très lourd, il faut bien le dire, avec des obligations de temps de parole pour toutes les familles politiques. Et ça, nous jouons le jeu absolument. Évidemment, il y a un ton, il y a une couleur qui est donnée à l'information, parce que l'objectivité de l'information, c'est un mythe. Il faut arrêter de parler d'objectivité. Il y a toujours un regard sur l'actualité, et nous assumons notre regard, nous le trouvons pertinent, et s'il rencontre un public, c'est bien que nous comblons un vide. Ça s'apparente à une chasse aux sorcières pour vous, ce qu'on voit, le traitement dans les médias d'Europe 1 ou de CNews, par exemple, Dimitri? Écoutez, moi, Europe 1 c'est peut-être un peu fort, mais chasse aux sorcières, mais on a l'impression que ça y ressemble. Oui, mais vous savez, je veux dire, moi, je ne veux pas intenter des procès politiques, que je n'aime pas que l'on m'intente, mais je constate que certains se croient le droit de vous excommunier, alors que moi, ces gens-là, je suis prêt à les accueillir chez moi s'ils ont envie de parler. Et je trouve grave aujourd'hui que vous ayez une partie du personnel politique qui refuse de venir sur Europe 1 parce que c'est Europe 1, parce que c'est Vincent Bolloré, parce que c'est Lagardère, etc. Comme il y a eu des appels au boycott du ministre Pape Ndiaye, on s'en souvient à l'époque sur CNews notamment. Mais un ministre comme Pape Ndiaye ne voulait pas venir sur Europe 1, sans jamais d'ailleurs nous l'avoir dit franchement, mais on le sent bien et je le déplore parce que s'il croit qu'il sera maltraité en venant sur notre antenne, il se trompe. Nous lui poserons des questions qui ne lui plairont peut-être pas, mais est-ce qu'un ministre vient sur une radio pour se faire brosser dans le sens du poil? Il vient parce que les Français attendent de savoir ce qu'est son action. Et nous sommes, nous aussi, dans cette attente-là. Voilà, il aura le même traitement qu'il aille sur RMC, RTL ou France Inter d'ailleurs. Je ne sais pas s'il aura le même traitement, mais je ne sais pas s'il aura droit aux mêmes questions. Mais les questions, elles seront posées nécessairement avec respect, parce que nous faisons un travail, en ce qui me concerne, un travail d'information et de journaliste. Je suis un journaliste avant tout. Et la militance, c'est autre chose. C'est dans les partis politiques. Nous ne sommes pas des militants. Nous sommes avant tout des journalistes et nous faisons de l'information.
Voilà. Alors on parle des audiences un petit peu. Alors on sait qu'Europe 1 a des difficultés d'audience depuis 10 ans. Les dernières en juillet. Alors les prochaines arrivent la semaine prochaine, jeudi. Donc on les attend avec grande impatience parce que ce sera les audiences notamment de la rentrée, septembre, octobre. Les dernières de juillet, donc vous êtes passé sous la barre des 2 millions d'auditeurs cumulés. C'est 3,5% d'audience. Alors il y a des chiffres qui sont encourageants, notamment sur le cœur de cible, les 25-50 ans, les CSP+, vous êtes à plus 7, plus 6%. C'est vrai. Alors vous n'êtes que le matinalier, mais ça reste quand même une part très importante. Comment on fait pour redresser la barre, Dimitri ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vues depuis, ça fait maintenant 3 ans que vous êtes là, aux commandes de cette matinale, comment on fait pour redresser cette barre ? Alors, vous savez qu'à la différence de la télévision... le média radio souffre en général, d'ailleurs. Oui. Je le dis, c'est une baisse globale. Bien sûr, mais au-delà de ça... Généraliste comme musicale. Vous avez raison, mais dans la mesure de l'audience, à la différence de la télévision qui peut voir au jour le jour... C'est tous les 3 mois. Minute par minute... Nous évoluons dans le brouillard pendant des vagues de 3 mois. Et tous les 3 mois, on nous met brièvement la lumière et nous voyons où nous en sommes. Et la lumière s'éteint à nouveau et il faut recommencer. Et ce qui fait que nous sommes obligés de travailler à partir de convictions. Et parce que c'est des paris que l'on prend à chaque fois. Et ces paris, on les valide ou pas 3 mois plus tard. Et parfois, il faut être patient parce qu'un pari ne peut ne payer que 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. C'est un média d'habitude, la radio. Voilà. Mais est-ce que ce temps long, il n'est pas mieux justement que la télévision qui peut réagir carrément d'une semaine à l'autre en supprimant des émissions, en les enlevant ? Est-ce qu'en la radio, au final, on n'a pas un peu plus de temps ? Je comprends ce que vous dites. Il y a une certaine noblesse à se dire qu'on va fonder un programme sur certaines convictions, mais il ne faut pas oublier que le chiffre d'affaires d'une radio, parce que c'est une entreprise commerciale, son chiffre d'affaires, il est indexé à ses audiences. Donc on a besoin d'avoir ce miroir. Bon, voilà. Ceci dit, nous, le travail qui a été fait depuis 3 ans, c'est un travail qui est long, mais qui paye. Parce que Europe 1, aujourd'hui, sait qui elle est. Europe 1 sait où elle va. Et je pense que le public qui ne nous a pas, qui cherche un média comme Europe 1, qui ne nous a pas encore trouvé, à un moment tombera sur nous et verra la différence. Nous, c'est le pari que nous faisons. C'est vrai que vous avez raison, vous avez rappelé qu'Europe 1 a perdu beaucoup d'auditeurs en l'espace de 10 ans, dans un média, un climat général où la radio, au fait, décroît, où les habitudes de consommation de la radio aussi ont changé. Maintenant, on a plutôt l'image, vous écoutez plutôt votre radio sur votre téléphone portable, dans votre salle de bain. Ou en podcast, et les podcasts progressent, notamment celui de Christophe Ondelat. Oui, vous avez plus 53% sur les podcasts. Alors, sur les podcasts, sur les réseaux sociaux, vous savez... Il y a des records de vues d'ailleurs d'engagement et de vidéos et de vues sur la matinale, sur les vidéos de la matinale. Tout à fait. Alors, vous prenez par exemple l'édito politique de Vincent Trémollet, de Villers et Alexis Brézet, donc 2 plumes du Figaro, que j'ai plaisir à côtoyer chaque matin. Si vous prenez sur le mois écoulé, dans le cadre de l'actualité présente, nous avons des audiences records. Et ça qu'on peut voir, tout le monde peut le voir sur les réseaux sociaux. Vous voyez le nombre de vues, on fait du x5, on fait du x10 des fois sur certains jours. C'est-à-dire que vraiment, les propos qui sont tenus sur Europe 1, la tonalité que nous donnons à l'info, le regard que nous proposons, rencontre un public, parce qu'on est dans un moment particulier de la société française. L'actualité internationale est particulière et nous sommes prêts en fait à délivrer un regard que je crois les Français aujourd'hui attendent. Je crois que les gens, ils en ont marre du média qui fait semblant de ne pas prendre position ou du média qui sermonne. La liberté d'expression, nous, on l'a chez nous. Et tout le monde est le bienvenu. Tout le monde peut s'exprimer. Ça n'empêche pas qu'il n'y aura pas un retour, parce que nous sommes exigeants. Bien sûr. Et nous voulons apporter aux gens plus que simplement l'information. Il y a un regard qui va avec. Est-ce que justement, Dimitri, l'arrivée de renforts comme Pascal Praud, que vous connaissez bien, que vous avez côtoyé à CNews, c'est de nature aussi à redresser la radio. On sait que Pascal Praud, c'est une sorte de phénomène dans les médias, une marque. Maintenant, il cartonne sur CNews. C'est important d'avoir des renforts de ce type comme Pascal. Alors oui, vous avez raison. C'est vrai que moi, je vous parle d'Europe 1 matin, mais globalement, Europe 1 s'est relooké. Et on a des signatures fortes qui nous ont rejointes. Pascal Praud en est une, évidemment. Et puis, en plus, Pascal Praud arrive avec une ouverture sur nos auditeurs. C'est vrai que les auditeurs, il y en avait beaucoup moins sur Europe 1 depuis quelques années. Je suis très content, moi, qu'ils reviennent, parce que je trouve que c'est bien de les entendre. Et ils sont contents, ils ont envie aussi de s'exprimer. Sophie Davant nous a rejoints aussi. Des émissions sont restées, mais ont changé de l'intérieur. Par exemple, Culture Média, qui succède à Europe 1 matin, le matin avec Thomas Hill.
tous Oui, les c'est très artistes, différent, effectivement. tous les artistes, le film, le cinéma, la musique, la littérature, ils veulent tous venir parce qu'ils savent que l'émission est de qualité, que l'ambiance y est saine et qu'ils seront traités intelligemment. Vous voyez, donc c'est toute la machine Europe 1 aujourd'hui qui est repartie, qui est relancée. Et oui, on voulait parler... Non, allez-y, Sarah. Oui, non, moi je voulais avoir votre regard sur ce phénomène Pascal Praud. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, ce succès ? Même Laurent Ruquier n'arrive pas à le concurrencer. Hein. Il est très loin de lui en audience sur BFM, par exemple. Oui, on parlait de la prime à la constance. Pascal Praud, on est la parfaite illustration. Les gens le connaissent, les gens savent comment fonctionne Pascal Praud, et ils viennent chercher ça. Certains l'adorent, certains adorent le détester aussi. Oui. Mais il est clivant, comme il l'a dit lui-même. Oui. Oui, il est clivant, il ne laisse pas indifférent. Et puis, Pascal, c'est un spectacle. Ouais, c'est un spectacle. Un show qu'on veut aussi, qu'on veut voir. Et moi, je suis admiratif de cette capacité, cette faconde, cette capacité à mettre en scène l'actualité, les antagonismes des points de vue, dans la convivialité, la politesse, parce que c'est quelqu'un aussi, et je crois que les gens y sont très sensibles, qui est toujours très bien habillé, qui s'exprime bien et qui est attentif au respect des uns et des autres. Et cette manière d'être bien traité, à l'opposé de l'image de clasher qu'il a, Pascal n'est pas tellement... il exprime ses opinions, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et on en débat. Et c'est ça qui manque. Vous savez, dans cette ère du clash dans laquelle nous sommes, où les gens ne se parlent plus parce qu'ils s'invectivent, quelqu'un comme Pascal Praud nous rappelle qu'on peut discuter sans être d'accord, on peut même monter un peu dans les tours, mais tout en se serrant la main à la fin de la conversation. Et ça, c'est très appréciable. Avant de passer à la rubrique, Dimitri, vous allez devoir répondre à la question que vous a posée notre invité d'hier. Il s'agit de Faustine Bollard. Est-ce qu'il y a plein de gens comme moi, forcément Non, pas tout de suite, ça arrive. Qui est une ancienne d'Europe 1 qui avait plutôt deux questions très précises pour vous. On l'écoute et vous y répondez ensuite. Est-ce qu'il y a plein de gens comme moi, forcément, dont il n'est pas, enfin voilà, qui ne le reconnaissent pas forcément physiquement, mais à la boulangerie qui lui disent « Mais oui, je reconnais votre voix, vous êtes formidable !» Et quelles sont les conséquences sur la vie privée, la vie personnelle, quand on anime une matinale depuis autant de temps, avec autant de talent? Est-ce qu'il y a un prix à payer, social, quelles sont les conséquences, peut-être physiques aussi, physique, sont ça m'intéresserait de savoir, parce que ça fait quand même pas mal de temps. Et le féliciter, parce que j'adore ce qu'il fait. Waouh, je suis très touché. Merci Faustine. Alors les gens qui vous reconnaissent dans la rue ou pas, ça arrive, ça. Oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive pas tant que ça non plus. C'est pas non plus, je suis pas Lenny Kravitz. Là. Non, mais c'est vrai que ça m'arrive. Ça m'arrive même de plus en plus souvent. Et à rebours de la question que vous me posiez sur les critiques, la détestation qu'Europe 1 chez certains peut susciter. Je dois dire que je n'ai quasiment que des compliments. Ouais, vous ne le ressentez pas dans la rue? Non, mais des gens qui me disent merci. Merci d'être là, merci pour ce que vous faites, merci d'être là, merci de donner la parole à tous vos éditorialistes parce que vous nous éclairez et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et moi, je vous avoue que ça me perturbe un peu. Je me dis, mais on ne doit pas être si nombreux que ça, finalement, parce que se sentir vraiment du soulagement. Voilà. Mais c'est plutôt agréable, hein. Vous savez, c'est plutôt sympa. Voilà. Mais j'ai jamais eu à me battre contre quelqu'un qui me détestait dans la rue. Merci Dimitri. On arrive au terme de cette émission. On n'a même pas le temps de passer à la rubrique au suivant, c'est pas grave. Demain, un nouvel invité, ce sera Jackie. Du Club Dorothée qui est relancé sur Gulli. Des années Club Dorothée, vous allez pouvoir vous régaler sur Gulli. Merci Dimitri Pavlenko d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on retrouve du lundi au vendredi sur Europe 1, la matinale Europe 1 matin de 7h à 9h. Vous êtes 2 fois par semaine avec Christine Kelly aussi. Le lundi et le mardi, 19h face à l'info, exactement. Merci beaucoup, merci Sarah. On se retrouve évidemment dès demain pour un nouveau Buzz TV. Excellente journée, merci de votre fidélité.